Bonjour, nous allons maintenant aborder le troisième volet de cette trilogie, le syndrome du bébé secoué, la prise en charge sur le plan médical, chirurgical et bien sûr médico-légal. Alors, en introduction, c'est bien sûr une urgence diagnostique et thérapeutique. Les enjeux sont importants. En effet, il y a une hypertension intracrânienne, des crises et donc un risque d'ischémie tissulaire. Les crises entraînent un risque d'excitotoxicité. L'ensemble ischémie et excitotoxicité est à l'origine du Big Black Brain dont nous avons parlé dans le volet précédent. Et en cas de récidive, il y a un risque de décès si le diagnostic n'est pas fait. Donc, nous allons voir la prise en charge médico-chirurgicale et le volet médico-judiciaire. Alors, tout d'abord, l'hématome sous-dural aigu, j'en ai parlé dans la physiopathologie. Donc, c'est lié à un arrachement des veines corticodurales. On a des caillots frais. C'est une présentation très aiguë avec parfois un tableau d'engagement qui nécessite soit de ponctionner, soit d'opérer en urgence. On a ce gros caillot qui comprime la surface du cortex et le traitement, c'est la chirurgie par une craniotomie. Donc ici, la craniotomie est faite. On fait une ouverture de la diurmère au bistouri, on voit ce jet de liquide sanglant et puis qui est rapidement suivi des caillots, donc ce qui permet d'obtenir très rapidement une décompression cérébrale. Il faut prévenir l'anesthésiste qu'il y a un risque de collapsus tensionnel parce que le cerveau réoccupe la place en faisant une vasoplégie. Donc c'est une intervention majeure. Ici, on termine l'ouverture de la diurmère. On va voir les caillots qui sont progressivement évacués et qui vont être aspirés. C'est le cerveau qui pousse les caillots, donc le cerveau est très édémacié. Il y a un risque de lésion séquelaire de cette hypertension intracrânienne très aiguë. Alors, le rôle du LCS, j'en ai parlé à propos de la constitution de l'hématome sous-dural du nourrisson. Ici, c'était un AVP, mais si la physiopathologie est la même, on voit se développer en quelques jours cet épanchement qui contient un liquide hémorragique qui correspond en fait à du liquide cérébrospinal qui est sécrété en permanence et qui se met sous pression, qui comprime le cerveau. Donc ça s'accumule en quelques jours et le problème étant un problème liquidien, la solution, ce sera un drainage. Maintenant, le liquide, il peut être présent même si on ne le voit pas. Ici, c'était un enfant battu qui avait été intubé et ventilé parce qu'il avait un hématome sous-dural aigu de petit volume. Et puis, on a fait le monitoring de pression qui a montré que la pression était très élevée. On a contrôlé le scanner qui a montré qu'en fait, l'hématome avait disparu, mais qu'à la place, on avait des lésions ischémiques parce qu'en quelque sorte, on était arrivé trop tard. Et quelques jours plus tard, on a vu les lésions ischémiques typiques qui sont liées à la baisse de la perfusion cérébrale du fait de l'hypertension intracrânienne. Donc le liquide, il est présent, il n'est pas visible, il ne peut pas réellement être drainé, sauf éventuellement par des ponctions lombaires. Ça correspond à un genre de pseudo-tumor cérébri qui survient en quelques heures après le traumatisme. La ponction lombaire, elle peut être très efficace. On le voit ici chez un autre enfant qui avait eu plus de chance, qui après sa ponction lombaire avait une fontanelle totalement en creux. L'hématome sous-dural chronique, il est rare chez le nourrisson, il est lié à l'atrophie cérébrale. On va avoir des membranes qui vont se constituer et qui vont progressivement enserrer le cerveau. Et donc là, la ponction est les plus efficaces. Et on discutera d'un traitement chirurgical par membranectomie, par une craniotomie. Donc, on a ces trois cadres cliniques et radiologiques et la solution chirurgicale qui s'impose. Dans l'hématome sous-dural aigu, c'est la craniotomie parce que c'est un épanchement qui est cailloté. Dans l'épanchement sous-dural du nourrisson, c'est une ponction et ou un drainage par cathéter sous-duro-péritonéal. C'est un problème liquidien. Et le sous-dural chronique, là par contre, on a des membranes, il faut réaliser une membranectomie. Donc, si on voit le spectre des différentes lésions péricérébrales, on a, à la suite du trauma, un clivage de l'arachnoïde et un hématome sous-dural qui donne un hématome sous-dural aigu. On a très souvent un blocage du liquide cérébrospinal qui va entraîner l'accumulation de ce liquide dans l'espace sous-dural, c'est l'hématome sous-dural du nourrisson. Cet hématome peut être associé à un épanchement sous-arachnoïdien également. Ça peut être un épanchement sous-arachnoïdien seul, voire une pseudotumeur cérébri avec un liquide qui est présent mais qui n'est pas collecté.
Et donc, dans ce premier cas de figure, c'est la craniotomie. Dans ces deux suivants, c'est le drainage. Et dans les deux derniers, on peut apporter une nette amélioration par la ponction lombaire. Donc la souffrance cérébrale secondaire, on a le traumatisme initial, le saignement ménager, le clivage de la membrane arachnoïdienne et un trauma cérébral. Donc comme on vient de le dire, on peut avoir soit un hématome sous-dural, soit une hémorragie ménagée, trouble de l'absorption du liquide, accumulation sous-durale de liquide cérébro-spinal et apparition d'une hypertension intracrânienne. Le trauma cérébral, il va être à l'origine de crises commissales, de troubles de la conscience. Il peut y avoir également un traumatisme rachidien qui peut être à l'origine d'une tétraplégie. L'ensemble, ça va être des causes qui vont se cumuler pour entraîner un trouble ventilatoire avec une hypoxémie, avec une perturbation du métabolisme neuronal qui est aggravée par les crises commissales. Et ce trouble du métabolisme neuronal va pouvoir aboutir à la mort ou à des séquelles neurologiques. Donc tout ce qui est du côté gauche qui va aboutir à l'hypertension intracrânienne, c'est du ressort du neurochirurgien. Tout ce qui est à droite, c'est du ressort du réanimateur, sachant que le réanimateur est également très efficace sur l'hypertension intracrânienne, sauf s'il y a un caillot qu'il faut ou un drainage à faire. Mais malgré tout, c'est quand même la prévention qui reste le plus efficace de ces trois petits anges. Alors, la prise en charge thérapeutique en urgence, le patient va devoir aller en réanimation s'il y a des crises répétées ou s'il est comateux. Si l'enfant fait moins de 3 mois, une crise équivaut à un état de mal. Ça nécessite de l'hospitaliser en réanimation. Et là, l'escalade thérapeutique, elle doit être rapide avec sédation, ventilation et prise en charge hémodynamique avec en particulier les Doppler, le monitoring de la pression intracrânienne qui est fondamental, comme on va insister très prochainement. On installe l'enfant en position tête relevée s'il est possible, si sa tension ne va pas chuter, surtout s'il y a des hémorragies rétiniennes. On en donne des antiépileptiques si l'enfant crise et surtout si les crises ne répondent pas au traitement. Là aussi, l'escalade doit être très rapide. On arrive rapidement au bain total. Et puis la gestion de la douleur, quand le patient n'est pas anesthésié, c'est bien sûr les antalgiques. Et puis la ponction ou le drainage, ça va avoir un effet antalgique très marqué. Les crises épileptiques, il faut les repérer. Ici, elles sont évidentes chez cet enfant à gauche qui est en train de criser alors qu'il est en plein monitoring. Il est bien sûr sous traitement, malgré le traitement, il continue de faire des crises. Donc, c'est là que se joue le pronostic vital et développemental de l'enfant. Chez le bébé à droite, on a l'impression qu'il tète gentiment alors qu'en fait, il est en train de criser. C'est des crises qui sont très difficiles à percevoir chez les tout petits nourrissons. Et quand on le stimule un peu, ça provoque également ces mouvements de succion qui sont en fait liés à des phénomènes convulsifs. Alors, comment est-ce qu'on lutte contre l'hypertension intracrânienne? Eh bien, tout d'abord en la mesurant et en se basant sur la physiopathologie. Donc, on a des compartiments théoriques dans le crâne, le compartiment cellulaire qui est lésé soit parce qu'il existe un caillot, il peut être augmenté quand il y a un caillot ou quand il y a un œdème cytotoxique. Le traitement, on discute la craniotomie ou en tout cas l'évacuation du caillot. Le compartiment interstitial, ça correspond à un œdème vasogénique, donc on peut éventuellement utiliser le mannitol, le sérum salé hypertonique. Le compartiment liquidien, c'est là qu'on a l'hématome sous-dural ou la pseudotumore cérébri. Ça se traite soit par une ponction sous-durale, une ponction lombaire ou un drainage. Ici, on a un exemple d'un monitoring de pression intracrânienne où la pression était très élevée, était presque 40. On a fait une ponction lombaire qui a fait chuter de façon spectaculaire la pression, qui est remontée quelque peu après, mais ça a eu un effet durable pendant plusieurs heures. Ça a permis de stabiliser. On peut renouveler ces ponctions lombaires. Et puis le compartiment vasculaire, on peut avoir une vasodilatation artériolaire, une hyperpression veineuse, notamment lorsqu'il y a une crise convulsive, où on a une vasodilatation des artérioles, une hyperpression veineuse lorsqu'il y a une compression thoracique, et donc ça va être la sédation, la ventilation et le traitement anticomicial. Et l'efficacité de cette ponction lombaire, on la voit on la comprend bien quand on voit cette courbe de Starling. On a retiré quelques ml et ça nous a amené dans un segment de la courbe qui est beaucoup plus confortable pour le cerveau. Et puis j'ai remis cet enfant qui avait une ponction lombaire et qui avait une fontanelle parfaitement détendue à la suite d'une ponction unique. Donc le monitoring de pression intracrânienne dans le sang du bébé secoué, c'est vraiment
un acquis tout à fait important de ces dernières années. Auparavant, on estimait que la palpation de la fontanelle permettait d'estimer la ponction intracrânienne. En fait, on l'estime très mal, on la sous-estime complètement. Donc, on utilisait beaucoup le Doppler, mais le Doppler, c'est très pratique, c'est très utile, mais ça n'étudie que l'hémodynamique, qui n'est qu'un reflet de la pression intracrânienne. Donc, la mesure de la pression intracrânienne par capteur intraparenchymateux, c'est la technique de référence et ça doit être mis en place le plus vite possible lors de l'admission de l'enfant. Dès qu'il est comateux, logiquement, il doit pouvoir bénéficier d'un monitoring de pression intracrânienne. Donc, c'est une sonde qu'on va introduire sous le scalp avec l'aide d'une aiguille de Tuohy, qu'on va introduire dans le parenchyme cérébral par une petite ouverture de la fontanelle et qu'on va relier à son moniteur par ce câble qui est fixé à la peau. Donc, c'est en fonction des indications de ce monitoring qu'on s'est rendu compte que les ponctions lombaires étaient extrêmement efficaces et finalement, les indications de craniotomie décompressive, on n'en retient pas parce que soit on arrive à contrôler la situation avec la réanimation et la sédation et les traitements anticonvulsivants, mais aussi les ponctions lombaires, soit il y a déjà un œdème cérébral ischémique avancé et les jeux sont faits, la messe est dite et c'est un enfant qu'on n'arrivera pas à sauver. Et donc, depuis qu'on met en place ces monitorings invasifs de pression, on a vu chuter la mortalité de façon très significative, puisqu'on était à 11,4% avant qu'on utilise ces capteurs de façon régulière, et on est tombé à 3% depuis cette année 2016. La ponction subdurale, comment est-ce qu'on la réalise? C'est un geste simple qui est fait en urgence au lit du patient, avec une petite anesthésie locale par de la pommade EMLA. On peut utiliser chez le nouveau-né de la saccharose, qui va le rendre indifférent à la douleur. On va piquer à l'angle de la fontanelle, pas exactement contre l'angle, parce que sinon on risque de rencontrer l'os, en suivant la direction parallèle à la suture coronale, et surtout en tenant bien son aiguille pour ne pas qu'elle fasse l'essuie-glace à l'intérieur des espaces intraduraux où il risquerait d'y avoir une blessure des veines corticodurales qui n'ont pas été arrachées par le secoueur. On va retirer en gros une vingtaine de ml des deux côtés. Il faut surveiller l'enfant parce que s'il commence à faire un malaise, s'il devient gris, il est temps d'arrêter. Et on a ainsi cette soustraction liquide qui va bien soulager l'enfant, qui va bien détendre sa fontanelle et qui peut avoir un effet durable. Si l'effet ne se maintient pas, si la fontanelle se met de nouveau sous tension le lendemain ou le surlendemain, c'est qu'il y a vraisemblablement une indication à un drainage soduro-péritonéal. Donc le drainage soduro-péritonéal, on le fait donc lorsqu'il y a récidive après une ou deux ponctions. On utilise un drainage bilatéral parce que les liquides sont souvent différents. Il y a très probablement une communication d'un côté à l'autre, mais qui n'est pas idéale. Et on se dit qu'en mettant un drainage d'un seul côté, on risque de mettre en place un gradient de pression, ce qui n'est pas souhaitable. C'est un drainage sans valve parce que le liquide est hémorragique. Si on mettait une valve, ça s'obstruerait immédiatement. Et donc, c'est un drainage qui est mis dans l'espace sous-dural et qui va permettre à cet espace de se recoller. Donc, ça n'est pas un drainage définitif. Au bout de quelques mois, on pourra le retirer. Donc, voilà un petit peu comment on met en place ce cathéter. On va remodeler la forme du mandrin du cathéter de façon à ce qu'il ait un angle droit. On va l'introduire dans l'espace sous-dural de cette façon. Et on a ce montage avec deux cathéters sous-duraux qui sont reliés par un connecteur un connecteur droit, un prolongateur, un connecteur en T ou en Y qui relie les deux cathéters sous-duraux ou cathéters péritonéal. Alors, il y a d'autres interventions parfois nécessaires. C'est assez rare de devoir faire une membranectomie, mais quand on a un hématome sous-dural chronique sous pression, donc on fait ici, c'est un abord beaucoup plus extensif avec une incision parallèle à la suture coronale. On expose la grande fontanelle, on expose l'os de l'écaille frontale et de la région pariétale. On va faire une craniotomie aux quatre coins de la fontanelle. On ouvre la dure-mère. Et ici, on a exposé la coque externe de l'hématome sous-dural. Vous voyez que ça bombe sous pression. Et le stade d'après, on a enlevé la coque externe
Ici, on a enlevé la coque interne du côté gauche, alors que du côté droit, on l'a laissé en place. Vous voyez l'aspect du cerveau qui reste comprimé par cette coque d'hématome sous-dural qui est constrictive et qui reste compressive, même si le contenu de l'hématome a été retiré. Le volet décompressif, c'est avec un point d'interrogation. On a rarement, voire même exceptionnellement, l'indication de réaliser une cranioplastie de réduction lorsqu'il y a un hématome sous-dural chronique très important. Ici, c'est un enfant qui avait été drainé et qui avait été malheureusement perdu de vue et qui est revenu plusieurs mois plus tard avec un hématome sous-dural très étendu. Il avait un comportement de cécité. On voit ici ses nerfs optiques qui étaient complètement étirés. Et lors de l'intervention, les nerfs olfactifs étaient carrément avulsés. Donc, il y avait une perte de l'olfaction. Donc, on a fait comme la membranectomie ci-dessus, mais avec en plus une cranioplastie pour réduire le volume crânien. Donc, en gros, c'est un petit peu comme si on opérait pour une craniosténose, mais à l'envers, de façon à réduire le volume crânien avec une bonne réexpansion crânienne. Bon, il existe une atrophie cérébrale majeure, mais en tout cas, il a préservé sa vue, il a récupéré la vue. La gestion légale, maintenant, ça fait partie de la prise en charge médicale. En France, c'est une obligation légale qui concerne les médecins, mais pas que les médecins, tous les soignants, les enseignants et en fait toutes les personnes qui ont connaissance d'une maltraitance chez un enfant. Donc, ça abolit le secret médical, il n'y a pas de secret médical qui tienne. Et le rôle du médecin, c'est de faire un diagnostic étanche, de recueillir tous les éléments médicaux au-delà d'un doute raisonnable, et puis de débuter l'enquête médico-sociale en sollicitant les services sociaux et de faire un signalement au procureur. C'est une urgence. L'enjeu, c'est de protéger l'enfant et sa fratrie, ou les autres enfants qui sont chez son assistante maternelle. Donc, ça va déclencher une enquête de police, l'expertise par un médecin légiste. Donc, c'est quelque chose qui va très vite. Hein. Donc, l'assistante sociale, police, menottes, prison, c'est schématique, c'est un peu une boutade, mais ça doit aller vite parce que c'est une urgence. Donc là, c'est la série lilloise d'enfants qu'on avait recueillis au cours des 2 dernières décennies. Donc, 358 cas de maltraitance, dont 135 cas avoués, donc presque 38%. La distribution d'âge, il y a un pic entre 2 et 3 mois. Et la présentation clinique, à peu près 40% qui avaient des crises, dont presque 20% un état de mal, presque 40% qui avaient un déficit, la très grande majorité qui avait des troubles de vigilance, des douleurs, des vomissements, un tableau d'hypertension intracrânienne et plus rarement une augmentation du périmètre crânien. Les principales lésions, c'était l'hématome sous-dural, bien évidemment, et le devenir, avec un suivi moyen de 28 mois, on a presque 3/4 des enfants qui avaient une vie normale, mais ce sont encore des bébés. Donc il faut voir ce qu'ils vont devenir plus tard à l'école et plus tard au collège, au lycée et à la vie adulte. La mortalité, on avait seulement 9%, ça reste beaucoup, mais c'est moins que dans la plupart des séries de littérature. On a fait des progrès en réanimation, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi le fait que le diagnostic est très systématique, y compris dans des cas qui ne sont pas cliniquement graves. Plus le diagnostic est exhaustif, meilleur sera bien sûr le résultat sur la mortalité. Donc, on a un traitement précoce également. Et puis, le diagnostic des cas les moins graves, il est important pour prévenir les récidives. Si on regarde les séquelles, on a quand même beaucoup d'enfants qui ont un retard développemental ou un retard moteur, un déficit, une épilepsie, des troubles du comportement et des troubles visuels. La prévention, ça fait partie de la prise en charge. On souhaiterait tous que ces enfants n'arrivent pas. Ça nécessite de former et d'informer les professionnels de la santé, les professionnels médico-sociaux et également de la justice. Ça nécessite de faire une éducation des jeunes parents en maternité. C'est le Crying Plan euh, qui a été promu par nos collègues du Canada, hein, d'abord à Montréal, puis à l'ensemble du Québec, puis au niveau fédéral. C'est une prise de conscience et une anticipation. Il faut que les parents sachent que l'enfant va pleurer, qu'il pleurera probablement plusieurs heures par jour et sans forcément de raison, et que ça n'est pas parce que l'enfant pleure que leur qualité de parent est remise en cause. Il faut qu'ils sachent réagir et qu'il ne faut surtout pas passer à l'acte et secouer cet enfant. Donc, si on regarde le nombre de cas par an, on avait une diminution des cas en 2018, on était content, malheureusement,
c'était remonté en 2019 et 2020 avec le confinement. Ça a fait certainement aggraver les choses. Et donc, le crying plan, ça consiste à faire une éducation parentale sur les pleurs du nouveau-né. Il y a également une hotline qui va être mise en place. Et vous voyez un petit peu comme tous les jours, Annabelle, puéricultrice à Chêne de Flandre, rencontre de jeunes parents. Bonjour Céline, bonjour. Je viens vous faire une information sur la prévention du syndrome du bébé secouru. Donc, on va expliquer à ses parents que l'enfant, qui là, il vient de naître, il pleure seulement quand il a faim et à peine, d'ici quelques mois, il va pleurer beaucoup plus et il faut qu'il sache quoi faire. Donc, quelle personne appeler, quelles ressources mettre en œuvre, et pour ne surtout pas arriver à se retrouver seul face à un problème qui risque de déstabiliser et de les faire passer à l'acte. On a également des projets de formation en ligne pour les parents, mais également pour les assistantes maternelles. Les moyens nécessaires commencent à se mettre en place. Et puis, on envisage également de mettre en place des consultations périnatales. Un des problèmes, ça va être de joindre les pères, parce qu'on sait que c'est 70% des squats qui sont du sexe masculin. Donc, en conclusion, le syndrome du bébé secoué, c'est une urgence diagnostique et thérapeutique. Plus de la moitié des patients ne vont pas en réanimation et fort heureusement, leur pronostic est favorable. Ils sont pris en charge en neurochirurgie avec, dans l'ensemble, un bon résultat sur le plan du développement, qui reste à suivre sur le long terme. Les patients graves, ça reste un pronostic sévère. On a beaucoup moins de mortalité, malgré tout, on a des séquelles qui peuvent être lourdes. Et ça met l'accent sur l'importance de la prévention. On espère que l'ange vient avant que le père ne mette à mort son enfant. Et le crying plan, c'est un projet sur le long terme qui doit s'étendre à l'ensemble du territoire national pour une prise de conscience et une anticipation de ce phénomène des pleurs de l'enfant. Voilà, je vous remercie de votre attention. Si vous voulez plus d'informations, vous pouvez en retrouver sur le site Armurance ou d'autres vidéos en ligne sur YouTube.